Blooming You, le podcast Mieux-être corps et esprit. Rencontre avec Bruno Falissard, médecin psychiatre et l'auteur du livre Comment soigner la souffrance psychique des enfants aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui, on parle de la souffrance psychique des enfants et des jeunes avec le pédopsychiatre et directeur de recherche à l'INSERM, Bruno Falissard. Dans son livre Comment soigner la souffrance psychique des enfants, Bruno Falissard nous éclaire sur la spécificité de la psychiatrie pour enfants, en nous expliquant à l'aide d'exemples concrets ce qu'elle soigne et avec quels outils. Dans ce podcast, il partage son expérience, nous explique son métier de pédopsychiatre, les différences avec les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes, ainsi que sa posture quant aux prescriptions médicamenteuses chez l'enfant et l'adolescent. Bruno Falissard est mathématicien, pédopsychiatre, professeur de santé publique à l'université Paris-Saclay et directeur du centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Bonjour Bruno Falissard. Bonjour. Alors, vous êtes pédopsychiatre, professeur de santé publique, directeur d'un centre de recherche INSERM en épidémiologie, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien président de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. En quoi consiste votre métier de pédopsychiatrie et quelle est la différence avec les psychologues cliniciens et les psychothérapeutes ? Oui, alors, beaucoup de personnes se posent cette question. Un pédopsychiatre, c'est d'abord un médecin. Et en fait, on n'imagine pas qu'un médecin... D'abord, c'est long, les études de médecine, tout le monde est au courant, à peu près une dizaine d'années. C'est un apprentissage qui ressemble un peu à l'apprentissage d'un artisan, puisqu'on va à l'hôpital tous les matins, on regarde comment font nos aînés, on apprend à parler aux patients, on a des gardes aux urgences. Tout ça, les psychologues l'ont pas. A contrario, les psychologues ont une formation académique de psychologie, beaucoup plus importante que les psychiatres. Donc on voit, finalement, le métier de psychiatre, c'est un métier plus concret, comme le métier de médecin. Et puis, bien sûr, le psychiatre va avoir des patients plus graves. Aux urgences, il va avoir des états d'agitation, des patients qui ont fait une tentative de suicide, alors que le psychologue va s'intéresser aux problèmes des humains en général dans leur vie, donc des questionnements dans leur vie de couple, dans quelle mesure on peut se réaliser dans la vie ou pas. Vous voyez, toutes ces questions-là, ce sont des questions de psychologie. Le psychiatre, c'est pas son job. Le psychiatre, c'est de s'occuper de la souffrance des gens quand c'est une souffrance psychique. Alors bien sûr, il y a une zone où on se rejoint. Il y a une zone où, quand les sujets vont un peu mal, ils peuvent aller voir un psychologue. Et puis, quand c'est un peu plus, alors le psychiatre peut être intéressé. Alors, comment se déroule concrètement une psychothérapie dans votre pratique ? Est-ce d'ailleurs le terme correct pour décrire ce que vous faites lorsqu'un patient vient vous consulter ? Alors, c'est une bonne question parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, le psychiatre est un médecin et quand il reçoit un patient, il reçoit un patient comme le fait un médecin. Sauf que on va pas palper le foie ou la rate parce que, jusqu'à preuve du contraire, les problèmes psychiatriques, ça n'a pas grand-chose à voir avec le foie ou la rate. Donc, nous, on va essentiellement parler. D'ailleurs, les médecins parlent avec leurs patients. Si vous avez une crise d'asthme, on va vous demander, mais est-ce que vous êtes exposé à des chats ? Est-ce que vous allez à la montagne, etc. Donc, nous, on va faire pareil. On va dire, ça va pas en ce moment. Vous avez fait une tentative de suicide, d'accord, mais vous vivez en couple ? Oui, non. Vous avez des enfants ? Vous avez un travail ? Quel est ce travail ? Est-ce que vous êtes bien dans votre travail ? On va essayer de rentrer dans la vie des gens et puis de voir quels sont leurs symptômes. Est-ce qu'ils ont des problèmes de sommeil ? Est-ce qu'ils mangent ? Est-ce que, quand ils vont au théâtre ou au cinéma, est-ce qu'ils accrochent à ce qu'ils voient ou est-ce que ils ont plus goût à rien ? Vous voyez, on cherche des symptômes, mais ce sont des symptômes psychiques, alors que le pneumologue ou le dermatologue, ce sont des symptômes somatiques, c'est-à-dire du corps. Vous nous offrez là une excellente transition vers un autre sujet. Dans votre ouvrage, vous critiquez la séparation traditionnelle entre corps et esprit dans le domaine médical. Et vous traitez la souffrance psychique
comme une affliction de l'âme, reliant ainsi les souffrances physiques aux troubles de l'esprit. Pourriez-vous expliquer votre approche à cet égard? Alors, en fait, tout vient de l'étymologie. Psychiatrie, en fait, c'est une discipline médicale qui s'occupe de l'âme. Psy, en grec, c'est l'âme. Alors, ce qui est curieux, c'est que, en fait, toutes les cultures, et depuis toujours, les humains considèrent qu'on a une vie intérieure et qu'on a un corps. Voilà. Et c'est un peu toujours un mystère. Et donc, en médecine, on a décidé que, en parallèle, il y avait des médecins qui allaient s'occuper du corps et des médecins qui allaient s'occuper de l'âme. Même si, bien sûr, quelqu'un qui a un cancer du poumon, il souffre aussi dans son âme. Et quelqu'un qui a une dépression, souvent, il a mal un peu partout, y compris dans des muscles. Après, est-ce que la dépression donne des pathologies comme la grippe, le cancer, etc. C'est discuté et vraisemblablement pas trop. Mais un dépressif ou un anxieux, par exemple un anxieux a des difficultés pour respirer. Respirer, c'est le corps. Donc il y a une zone de contact entre l'âme et le corps, mais quand même, pour les humains, force est de constater que quand on vit, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'immatériel dans lequel on est, on appelle ça l'esprit, et puis qu'on peut toucher les choses et que c'est matériel, et qu'on peut souffrir dans son corps quand on a une fracture, et puis on peut souffrir dans son âme quand on a perdu un être cher. Voilà, et comme les médecins s'occupent de la souffrance des gens, et qu'il y a une souffrance dans l'âme et une souffrance dans le corps, on a dit, il y aura certains médecins qui vont s'occuper des souffrances de l'âme. Et ceux-là, on les appelle psychiatres. Mais c'est un tout petit peu artificiel. Voilà, c'est une réalité de l'existence, mais quand on gratte, et tous les philosophes l'ont bien compris, quand on gratte, c'est compliqué de vraiment séparer l'âme et le corps. Alors, lorsqu'un patient se rend dans votre cabinet, Bruno Falissard, pourriez-vous détailler, s'il vous plaît, comment se déroule une consultation, sachant qu'il semblerait que chaque praticien a sa propre pratique ou met en place la pratique qui lui ressemble? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, mais c'est même assez propre à la médecine en général. Vous avez dû remarquer que tous les médecins n'exercent pas leur métier exactement de la même façon. Alors, d'abord, nous, c'est de la pédopsychiatrie. Donc nous, on accueille des familles. Et donc ça, c'est un gros changement par rapport à la psychiatrie adulte. C'est-à-dire que moi, à ma consultation, j'ai en général un papa, une maman, un enfant. Parfois, il n'y a que la maman, mais de plus en plus, on a les papas aussi. Et parfois, on a des frères et sœurs en plus. Donc ça fait beaucoup de monde. Souvent, c'est très animé. Donc on n'a pas, en fait, un patient. On a une famille. Et cette famille vient parce que un de ses membres, qui est un enfant, on dit qu'il va mal. Parce que une particularité de la psychiatrie pour enfants, c'est qu'en fait, le plus souvent, quand on demande à l'enfant, mais tu viens me voir pourquoi, qu'est-ce qui va pas, il sait pas. Il sait pas. Lui, le plus souvent, il trouve que ça va, mais c'est les enseignants, c'est les parents qui disent non, ça va pas, ou il est trop agité, ou il dort pas, ou il fait pipi au lit, ou etc. quoi. Donc vous voyez, là, il y a une vraie différence par rapport à la psychiatrie pour adultes. En fait, la notion de patient n'est pas aussi claire. On n'a pas quelqu'un qui souffre et qui vient voir un soignant pour améliorer sa souffrance. C'est une famille qui dit « notre enfant va mal ». Alors parfois, l'enfant aussi dit « je vais mal », mais souvent, c'est pas forcément le cas. Et donc, on va faire parler tout ce monde. On va faire parler les parents en disant donc vous dites qu'il va mal, alors qu'est-ce qui s'est passé, ça remonte à quand, et quand il était petit, comment il allait, quand il était bébé, il mangeait bien, pas bien, puis à l'école maternelle, que vous en disaient les instituteurs, les institutrices, à l'école primaire, est-ce qu'il a appris à lire, à écrire facilement, est-ce qu'il avait des copains? Vous voyez, c'est finalement assez banal, Et petit à petit, en posant toutes ces questions, on arrive à se faire une idée de la vie de la famille, de la vie de cet enfant. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Quels sont ses soucis? Et on va rattacher tout ça à notre grille de lecture, qui est notre grille de lecture pédopsychiatrique. Donc on va dire, il a des attaques de panique, il a une dépression, il a un trouble obsessionnel compulsif, elle a une anorexie mentale, vous voyez? Et puis, grâce à ça, on va pouvoir proposer des traitements qui, en général, ne sont pas des traitements médicamenteux. C'est une particularité de la pédopsychiatrie.
on prescrit beaucoup moins de médicaments que nos collègues psychiatres pour adultes, en particulier en France. Justement, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée dans votre livre. C'est celle d'un patient adulte sous antidépresseurs qui, dans le cadre d'une étude clinique sur la pertinence de l'utilisation de ces médicaments, fait la déclaration suivante. Je peux entendre l'angoisse crier quelque part en moi, mais elle est totalement étouffée, comme si quelqu'un avait installé une fenêtre insonorisée. Alors Bruno Falissard, quelle est votre position, vous, par rapport à ces prescriptions qui peuvent sembler excessives en France et dans le monde, puisqu'au Canada et aux États-Unis, la population souffre de prescriptions faciles d'opioïdes, qui créent d'ailleurs des addictions dont on connaît les dégâts considérables. Alors vous, en France, si j'ai bien compris, chez l'enfant, vous appuyez sur le frein. Qu'en est-il de toutes les pathologies liées au TDAH dont on parle beaucoup, et puis chez l'adolescent, chez l'adulte, est-ce que c'est différent ? Alors, c'est une question très grave, très importante. Et plus compliquée que ça, parce qu'on pourrait dire, les médicaments, c'est pas bien, il faut plus en prescrire. Le problème, c'est que on a certains patients qui sont très graves, ils souffrent tellement qu'on peut pas faire autrement que de prescrire un médicament. Comme quand vous avez une colique néphrétique, vous souffrez tellement qu'on va vous donner un anti-inflammatoire en perfusion, parce qu'on peut pas laisser les gens souffrir. Et de la même façon, les opioïdes, oui, aux États-Unis, en ce moment, il y a plus de morts par overdose de médicaments opiacés que de morts par overdose d'héroïne. Mais de notre côté, des gens qui ont un cancer métastatique, on peut pas les laisser souffrir, on va leur donner des opiacés. Vous voyez, on peut pas dire que c'est tout bien ou tout mal. Donc, il y a des médicaments en psychiatrie qui sont utiles, et même en pédopsychiatrie, il y a des médicaments qui sont utiles. Vous parlez de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Alors, si on dit ça, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est des enfants qui bougent trop et qui ont du mal à se concentrer. Ça n'est pas de la psychiatrie, c'est juste qu'ils sont mal élevés, c'est juste que ils sont comme ça. Et puis, oui, sauf que on n'imagine pas à quel point ça peut prendre des proportions incroyables. C'est-à-dire, le déficit de l'attention est tel que l'enfant va traverser la route sans faire attention. Et vous imaginez ce qui peut se passer. En classe, il peut pas rester assis plus de 3 secondes. Sans arrêt, il se lève. Vous imaginez une classe comme ça, l'enseignant, il craque. Et après, c'est l'enfant qui en subit les conséquences, parce qu'il voit que tout le monde le déteste. Et donc, au bout de plusieurs années, ils sont déprimés, ils consomment des toxiques, vous voyez, et du cannabis, et voire ou de la cocaïne, etc. Donc, et donc c'est grave. Donc, quand c'est vraiment grave, oui, il y a des médicaments, effectivement, des stimulants qui peuvent être utilisés. Alors, on pourrait dire, ok, voilà, il y a des problèmes graves qu'on traite avec des médicaments et des psychothérapies. Le problème est réglé. Sauf que, il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il y a des enfants très graves et il y a des enfants un tout petit peu moins graves, un tout petit peu moins graves. Et alors, la question, c'est à partir de quand on soigne un enfant qui va vraiment très mal, ou à partir de quand on donne un médicament à un enfant juste parce que il a tendance à être un peu perturbateur. Et alors là, vous voyez où on glisse, c'est-à-dire que on est en train de rentrer dans une société où le médicament est utilisé comme un régulateur social. Et alors ça, bien sûr, c'est la catastrophe absolue. Et donc, si on rentre dans les chiffres, vous voyez, aux États-Unis, en ce moment, 10% des garçons de 10 ans prennent un médicament stimulant pour gérer leur hyperactivité. 10% des garçons de 10 ans. En France, c'est 1%. Donc 1%, c'est pas une catastrophe. 10%, je pense que c'est un vrai problème de société. Alors, vous me direz, c'est les États-Unis. Sauf que en France, le niveau de prescription augmente tout doucement. Comme il arrive régulièrement qu'on suive la mode des États-Unis avec quelques années de retard, on peut se poser la question aujourd'hui, en anticipant, où va-t-on ? Et donc, où va-t-on ? Alors, où va-t-on ? Je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que on veut que nos enfants ne souffrent pas du tout, qu'ils soient bien, et vu de loin, ça a l'air extraordinaire comme souhait. Mais en faisant ça, on risque de dire, mon enfant joue un peu trop aux jeux vidéo, oh là là, alors ça va pas, il est addict aux jeux vidéo, puisque j'ai entendu à la télé qu'il y avait une addiction aux jeux vidéo. S'il est addict, je vais aller voir un psychiatre pour soigner son addiction aux jeux vidéo. Alors, attention, il faut pas tout psychiatriser parce que la psychiatrie, c'est un peu grave quand même. Vous voyez, il y a une charge symbolique forte dans la psychiatrie.
Le psychiatre, pour adultes, il peut enfermer les gens dans les hôpitaux psychiatriques, vous voyez. Donc, il faut garder un peu raison et réaliser que il y a des enfants en grande souffrance et c'est terrible. Je vois par exemple dans mon sud-ouest natal, j'apprends par ma sœur qui travaille à l'éducation nationale, qu'il y a une adolescente, ça fait 3 ans qu'elle va pas à l'école parce qu'elle a des attaques de panique, c'est-à-dire si elle sort de chez elle, elle est morte de peur, elle est terrorisée et donc elle peut plus sortir. C'est une adolescente qui est au collège, elle ne peut plus sortir de chez elle depuis 3 ans. Vous imaginez la vie que c'est une maladie grave. Et donc, il faut la prendre en charge avec une thérapie cognitivo-comportementale, avec un antidépresseur. Parce que, comme vous le disiez, même s'ils ont des effets indésirables, c'est réel, mais ça va la protéger contre cette anxiété qui l'envahit complètement. Et c'est un crime qu'elle soit pas soignée. De notre côté, vous avez des enfants, vous avez des adolescents qui ont des passages un peu avides, qui se fâchent avec leurs parents, qui se fâchent avec leurs copains. C'est la vie, quoi. Voilà. C'est la vie, il n'y a pas besoin de dire que c'est de la psychiatrie. Vous voyez, dans la vie, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où les couples se fâchent. C'est pas parce qu'ils se fâchent qu'ils doivent forcément faire une thérapie de couple. Peut-être, ça les regarde, hein. Mais si vous voulez, le conflit, la tension, le fait qu'on a des moments où ça va moins bien, c'est la vie. Vous dites dans votre livre qu'un bon ami, une bonne oreille, une belle écoute peut suffire parfois à passer nos moments difficiles. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le support social, qui est quelque chose de très très important, et c'est même scientifique, hein, c'est-à-dire que la qualité des relations que vous avez avec votre environnement, c'est-à-dire votre famille, vos collègues, vos camarades de classe quand c'est des enfants, est un facteur prédictif de ne pas avoir d'addiction et de ne pas faire de tentative de suicide. Donc vous voyez, c'est pas du tout du baratin, hein. Avoir autour de soi des gens qui sont prêts à vous écouter avec bienveillance, ce qui est pas si simple que ça, ça aide. Alors après, bien sûr, ça peut être plus compliqué en pratique, parce que quand on a un adolescent qui commence à aller mal, même si vous êtes sa mère ou son père, vous allez dire, écoute, on va en parler, mais peut-être que justement, lui, il n'aura pas envie de vous en parler parce que vous êtes ses parents. Voilà. À l'adolescence, les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées. Donc, le oncle, une tante, ça peut marcher, même des grands-parents parfois, hein. Il y a des enseignants. Et puis parfois, on a l'impression que, que c'est compliqué, quoi, que ça va pas. Et si vous voulez, à ce moment-là, faut se dire, mais là, ça va pas suffire. C'est pas juste des bons mots qu'on doit proposer aux autres dans la vie, hein. Mais parfois, on sent que ça nous échappe, qu'on comprend pas, que ça fait même un peu peur. Et bien, dans ces cas-là, faut aller consulter. Alors, consulter qui? Je pense qu'en première intention, on peut aller voir un psychologue clinicien. Normalement, ils sont là pour ça. Alors, bien sûr, le problème numéro 1 en France, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Alors, est-ce que la psychiatrie est remboursée? Alors que le psychiatre, c'est un médecin, donc il est remboursé par la sécurité sociale. Mais il y a peu de psychiatres pour enfants et adolescents en France. Il y en a 600. C'est peu. Il y a même, je crois, 25 départements où il n'y a pas de psychiatre pour enfants installés en libéral. D'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez bien effectivement la charge en termes de rendez-vous. Oui, il y a des listes d'attente facilement de 1 an. Hein. C'est 1 an, oui, il y a 600 psychiatres pour enfants et adolescents, 10 000 psychiatres pour adultes, vous voyez, alors qu'un tiers de la population, c'est des enfants. Donc il y a un vrai problème. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi c'est comme ça. Et donc, du coup, on a vraiment besoin des psychologues. On a vraiment besoin des psychologues pour s'occuper des enfants et des adolescents. Alors la sécurité sociale, vous voyez comme la société est compliquée. La sécurité sociale fait une expérimentation en ce moment pour proposer sur la décision d'un médecin généraliste de rembourser une dizaine de séances chez des psychologues, mais pas pour les adolescents qui ont les problèmes les plus importants, parce que ça fait peur. Et donc du coup, ceux qui en ont le plus besoin n'y ont pas droit. C'est complètement fou.
qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre livre, Soigner la souffrance psychique des enfants? Alors, comme vous le disiez à l'introduction, pendant 4 ans, j'ai été président de l'Association internationale de psychiatrie pour enfants et d'adolescents. Du coup, j'ai voyagé dans plein de pays et je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes problèmes. En fait, notre spécialité, quand on regarde les chiffres de nos jours, comme il y a les antibiotiques qui marchent bien, comme en fait les enfants et les adolescents sont en bonne santé, en fait, les problèmes de santé des enfants et des adolescents, dans les pays, en particulier dans les pays occidentaux un peu riches, ce sont des problèmes psychiatriques. Voilà, c'est ça qui reste aujourd'hui. Et ça, c'est des chiffres, c'est pas un fantasme, c'est ce que disent les données épidémiologiques. Or, quand on en parle dans les médias aux hommes et aux femmes politiques, ils disent « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est important », et puis rien ne se passe. Voilà, rien ne se passe... Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction du care, c'est que les gens, en général les femmes, qui s'occupent des autres, en particulier des enfants, donc les infirmières, les professeurs des écoles, etc., on considère que c'est juste normal. Ça, on devrait, à la limite, on devrait même pas les payer parce que c'est sympa de s'occuper des enfants. C'est pas vraiment un métier, quoi. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. On considère que c'est pas très sérieux, quoi. De s'occuper des enfants, c'est un truc maternel, c'est naturel, ça ne nécessite pas une expertise. On est doué pour ça, et les femmes sont douées pour ça, et puis voilà, quoi. Donc c'est leur job. Et donc pourquoi ils mettent des médecins? Les médecins, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'années d'études. Qu'est-ce que les médecins vont faire là-dedans? Et on voit pas en fait que c'est juste compliqué. C'est faire des entretiens cliniques avec des enfants. En fait, c'est un vrai métier. Quand un enfant va mal, arriver à lui faire dire ce qui va mal, c'est un vrai métier. Ça demande des années de pratique pour établir un lien. Et pareil pour une famille. Vous avez des secrets dans des familles, les parents ne veulent pas dire des choses, etc. Or, ces choses-là, en fait, c'est elles qui ont un impact fort sur la vie de l'enfant. Et donc, vous devez apprendre à tisser des liens avec les familles pour qu'elles puissent se sentir libres de vous parler. Et donc, c'est une expertise. Et comme toutes les expertises, ça coûte un peu cher puisqu'il faut former des gens pendant longtemps. Et moi, mon objectif, c'est qu'il y ait une prise de conscience, éviter cette espèce de clivage où partout, dans les médias, les politiques, les parents disent la santé mentale des enfants, c'est très important. On le dit, mais en fait, on fait pas grand-chose. À part, on va dire, on va faire des sorties dans les musées, on va leur montrer des films éducatifs, d'accord, mais quand ils vont vraiment mal, c'est pas ça, il faut vraiment s'en occuper. Voilà, il faut être lucide. Eh bien, merci Bruno Falissard. Merci à vous. Mes chers auditeurs, vous l'aurez compris, la santé mentale, surtout chez nos enfants et adolescents, est un domaine négligé, mal compris, et souvent victime de notre tendance à surmédicaliser. La réalité est brutale. Nos systèmes actuels manquent le cœur du problème. La psychiatrie, spécifiquement la pédopsychiatrie, n'est pas une baguette magique. Les médicaments, même s'ils sont parfois essentiels, ne sont pas des solutions miracles. Les enfants, mes chers auditeurs, ne sont pas des machines à ajuster. Ils sont le reflet le plus pur de notre environnement, de notre éducation et de notre société. Il est donc temps de remettre en question notre approche, de résister à la tentation de la solution facile. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que nous ne devons pas essayer, mais plutôt parce que c'est difficile que nous devons nous attaquer aux vrais problèmes avec courage et détermination. En conclusion, Bruno Falissard nous montre qu'il est temps d'aborder la santé mentale des jeunes avec l'humilité, le respect et la rigueur qu'elle mérite. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.